ce... Et je suis ravie d'être avec vous parce que déjà, bon, je suis prof à HEC, donc je suis ravie de retrouver des ex-lauréats et de pouvoir discuter avec eux de leur parcours et aussi parce que le sujet est très intéressant et preuve en est, donc les personnes qui sont là et qui n'arrêtent pas de se connecter, là, je vois le nombre qui augmente. Donc voilà, c'était vraiment un sujet passionnant, donc modèle de management africain entre mythe et réalité. Ça, c'est un sujet qui a démarré déjà dans les années 80. On a commencé à s'intéresser à la performance de l'entreprise africaine. Donc, depuis les années 80, c'est vraiment devenu un objet de recherche, hein, l'entreprise africaine, comment faire en sorte pour qu'elle soit performante. Et donc, on a commencé à s'intéresser au modèle africain au même titre que le modèle anglo-saxon, européen ou asiatique. Et donc, depuis les années 80, il y a beaucoup de travaux qui se sont penchés sur ce sujet, à se demander s'il existe un modèle de management africain, sur quoi repose-t-il, est-ce qu'il existe plusieurs modèles appréhendés pour avoir en fait des entreprises africaines plus performantes. Donc, c'est dans ce contexte-là que se tient ce webinaire, parce qu'on a la chance avec HEC d'avoir un panel très intéressant d'étudiants donc africains, issus de différents pays, qui peuvent partager avec nous leur expérience. Et moi, je suis vraiment ravie du panel que l'on a. Je n'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des personnes déjà issues de différents pays autour de la table, donc du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et également du Maroc. On a la chance d'avoir donc une femme aussi parmi ce panel, donc Anna Konaté, qui est une ex-lauréate HEC et qui travaille au sein de ONU Femmes au Mali. Donc, son retour d'expérience peut être aussi intéressant pour voir dans quelle mesure le management africain féminin a des particularités. Donc, ce retour peut être intéressant. Nous avons aussi la chance d'avoir Antoine Djikbenou qui travaille dans la transformation digitale. Donc, se poser aussi la question du management digital africain et ses particularités. Monsieur Hassan Singa aussi a une casquette financière qui peut être intéressante à prendre en compte. Parce que comme on a vu, le modèle de management africain s'est posé, donc la question s'est posée dans le cadre de la rentabilité, de la performance de l'entreprise africaine. Et puis, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir également Monsieur Nouroussi, qui est directeur général de la Banque nationale pour le développement économique, qui nous honore de sa présence et qui pourra donc partager avec nous son vécu, son ressenti, son expérience par rapport à ce sujet. Et puis, nous avons un représentant du Maroc, Monsieur Omar Badir, qui est consultant dans le domaine du tourisme et qui peut nous apporter également un regard d'un point de vue marocain et qui est également un ex-lauréat d'HEC. Donc, vraiment là, on est face à une belle table d'intervenants. Et j'ai vraiment hâte de démarrer cet échange et d'avoir le retour de chacun. Donc, en fait, comment on va s'organiser? Donc, vous savez que ce webinaire va être enregistré. Donc, il sera diffusé au niveau du site HEC Maroc. Par ailleurs, il y a une discussion qui est activée, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser les questions pour la fin pour ne pas perturber le cours du webinaire, mais je tiendrai compte de toutes les questions et donc résumerai les questions principales pour la fin du webinaire. Et d'ici qu'on arrive aux questions, l'idée, c'est vraiment de laisser la parole à nos intervenants. Donc, on va donner un temps de parole de 10 minutes à chacun pour répondre à 3 questions principales. Donc, par rapport au modèle de management africain, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il existe un ou des modèles de management africain? Et si oui, quelles sont, d'après vous, les variables qui impactent ceux ou ces modèles? Et enfin, est-ce que vous pourriez mettre cela en perspective avec votre expérience pour étayer davantage le sujet? Voilà, donc ce sont les 3 principales questions. Donc, je vais laisser la parole à chacun des 5 intervenants. Je vais donner peut-être la parole aux femmes.
vu qu'on en a une seule, on va commencer par la femme, peut-être si ça va à tout le monde. Donc, Madame Konaté, je vous laisserai la parole et puis après, on passera aux 4 autres intervenants. C'est à vous. Merci beaucoup, In. Merci, Madame Oufakir, et merci à HEC de me donner l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui, de parler de management africain, mais également de partager avec vous mon expérience accumulée depuis plusieurs années au sein essentiellement du système des Nations Unies au Mali, d'abord au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, et à ONU Femmes depuis 7 ans, si je ne m'abuse. Pour ma part, quand on parle de management africain, de type de management africain, pour ma part, il n'existe pas un seul style de management africain. L'Afrique, c'est 54 pays, donc on a une multitude de cultures, une multitude d'ethnies, et tout cela a forcément un impact sur le style de management au sein des entreprises africaines. Pour moi, le style de management africain est empreint des différentes cultures, des différentes interactions intergénérationnelles, des différentes ethnies. En Côte d'Ivoire, seulement, on a plus d'une 60aine d'ethnies. Donc, tout ça ensemble permet d'avoir un style de management typique à chaque pays, à chaque culture et à chaque environnement. Il est important d'ailleurs d'avoir un style de management qui s'adapte à l'environnement de travail auquel il s'agit, qui s'adapte et qui évolue à travers le temps et à travers le contexte dans lequel il se présente. Merci. Merci Anna, merci pour votre intervention. Alors, par rapport à votre, j'essaie juste de rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant. On a en fait plusieurs pays, mais également plusieurs ethnies. Est-ce que dans le cadre de votre expérience, parce que vous avez travaillé dans le PNUD et puis aussi à l'ONU, est-ce que dans le cadre de votre expérience, vous avez pu, de manière pratique, en fait, expérimenter ces différentes cultures par rapport aux pays et aux ethnies, et dans quelle mesure vous l'avez ressenti au niveau du management qui a été appliqué? Au niveau de mon expérience, je partagerai l'expérience du Mali. C'est le pays dans lequel j'évolue actuellement. Et au niveau du Mali, je donne un exemple concret. C'est beaucoup, au niveau de l'entreprise, c'est beaucoup le droit d'aînesse. Donc, c'est beaucoup, on peut avoir un style de management super bien défini, mais l'âge a une importance primordiale dans la prise de décision, dans les interactions entre collègues. Donc, pour ma part, on revient sur votre introduction en parlant de management féminin. Être jeune, relativement jeune, être une femme dans un environnement africain, il n'est pas, je dirais, la dimension genre est à prendre en compte. Parce que pour pouvoir faire asseoir son autorité, il faudrait vraiment faire preuve, il faut se baser sur son expertise, je dirais. Parce que il est difficile d'asseoir son autorité quand tu es une femme dans un environnement de management africain. Donc, il faut vraiment avoir une expertise avérée et asseoir son autorité de par son expertise technique d'abord, et ensuite savoir conjuguer avec les différents intervenants et les différentes interactions. Je parle du droit d'aînesse parce qu'au Mali, par exemple, c'est quelque chose qui est très important, pas seulement au Mali, dans pas mal de pays de la sous-région, mais au Mali encore plus. Donc, quand tu es plus jeune que ton supervisé, par exemple, il faudrait savoir gérer les susceptibilités, gérer cette notion de droit d'aînesse pour pouvoir l'amener à partager, à intégrer cette culture d'entreprise et être à même d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous là pour un objectif commun, c'est l'atteinte des résultats au sein de l'entreprise. Je vous remercie Anna pour votre retour. Donc, je retiens bien la variable âge, surtout par rapport à votre supérieur, et la variable genre. Maintenant, j'imagine que dans les institutions dans lesquelles vous êtes intervenu, il y avait des personnes, donc des Africains, mais issus de différents pays. Est-ce que vous avez observé des différences par rapport à ces deux variables-là d'un pays à l'autre? Est-ce qu'il y avait certaines cultures africaines, donc par exemple le Mali par rapport à la Côte d'Ivoire, vous avez dit c'est plus accentué
le, la dimension genre, est-ce que vous avez noté des différences entre différents pays et dans quel cadre? Oui, je pense on note des différences d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre et d'un style de management à l'autre. Euh, on peut parler de style de management beaucoup plus collaboratif dans certains pays où on a une fluidité de l'information, on a une décentralisation de l'autorité et des informations au niveau managérial, contrairement à d'autres styles de management dans d'autres pays où c'est vraiment centralisé. On a une direction vraiment autoritaire, si je peux m'exprimer ainsi. On a une autorité qui est là, qui centralise les informations, qui centralise le pouvoir de décision et qui n'est pas forcément collaboratif. Et à la fin de la journée, cela a forcément un impact sur les rendements de l'entreprise parce que ça crée une hiérarchisation vraiment très importante où les employés n'ont pas forcément cette latitude de donner leur avis, de partager leur point de vue et de donner des orientations peut-être qui pourront aider à la prise de décision et à l'atteinte des objectifs au sein de l'entreprise. C'est intéressant ce que vous dites, Anna, et j'en profite pour rebondir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, comme vous, on ne va pas quelque part changer cette donne-là? Donc, c'est vrai que quand on est dans un management un peu autoritaire, comme vous dites, ça peut être un peu limitant par rapport à la prise d'initiative, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les nouvelles générations africaines qui ont aussi eu accès aux autres modèles de management, hein, qui ont vu différentes choses, vous ne pensez pas que ça va changer dans l'avenir? Je dirais que ça a changé déjà ou que le changement a déjà été amorcé. On a une nouvelle génération de managers qui a eu la chance d'évoluer dans d'autres pays, donc qui ont eu cette opportunité de voir d'autres styles de management. Donc, on a cette nouvelle génération de managers qui est là, qui rentre en Afrique et qui met en place justement un style de management beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fixé sur les objectifs, beaucoup plus rigoureux et vraiment focus sur les résultats. Donc, pour moi, on a ce type, mais il y a aussi la structure organisationnelle de l'entreprise. Aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de PME, on a beaucoup de startups, on a beaucoup d'entrepreneurs qui, eux, à leur niveau, sont des entreprises de taille vraiment réduite et qui ont un style de management qui leur sont propres, qui est plus ouvert, qui donne la parole aux partenaires, aux employés, mais aussi aux partenaires qui essaient de prendre en compte leur input pour pouvoir aller de l'avant et asseoir justement un modèle un peu plus périn et un peu plus moderne par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc, pour résumer, en fait, vous identifiez aussi différents types d'entreprises qui ne vont pas forcément appliquer le même mode de management. Donc, on a différents pays, différentes ethnies, différentes générations et différents types d'entreprises qui fait que, justement, on est sur des modèles de management différents. D'où tout l'intérêt. La structure organisationnelle. Pardon? D'où tout l'intérêt, justement, de débattre de ce sujet ou qui est multidimensionnel, en fait. Tout à fait, parce que la structure organisationnelle de l'entreprise a forcément un impact sur la façon dont le style de management qui y est adopté. Comme je le disais, au sein d'une agence onusienne, ça va être forcément différent qu'une entreprise féminine où vraiment c'est de taille réduite, qu'une start-up, qu'une entreprise gouvernementale, qu'une organisation, qu'une entité gouvernementale. Donc, c'est vraiment en fonction du type de l'entreprise, du style, de la structure organisationnelle de l'entreprise, qu'on pourrait définir le modèle de management qui permettra d'atteindre les objectifs fixés. Très bien, merci Anna pour cette intervention. Je vous remercie pour ce retour très riche. Donc là, je vais laisser la parole à Monsieur Norossi, si ça vous convient. On aimerait vous écouter aussi sur la question, donc les 3 questions posées au début. Donc, est-ce que selon vous, il y a
un ou des modèles de management africain, quelles sont les variables qui impactent ceux ou ces modèles et n'hésitez pas à partager avec nous votre grande expérience, hein, très riche, qui pourrait nous aider et nous éclairer dans cette réflexion. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci aussi pour le sujet très intéressant que vous avez choisi. Quand je regarde un peu le panel et l'âge des étudiants, je me dis que généralement la majorité des participants, quand je suis sorti de l'université, peut-être n'étaient pas nés ou avaient peut-être été très jeunes. Donc j'ai la chance d'avoir vécu les différents stades d'évolution du management africain. Vous savez, on peut faire de l'histoire hein, en tenant compte effectivement donc, du management, du style de management né après les indépendances. Généralement, les pays africains ont eu leur indépendance vers les années 60. Et après cela, il y a eu, disons, une classe capitalistique qui a été développée, qui a été mise en place par les colons pour pouvoir effectivement gérer le relais. Cette classe capitalistique n'était pas, disons, une classe versée dans l'industrialisation. C'est plus une classe versée dans le trade, le commerce. Et généralement, donc, cette classe a travaillé donc, dans la commercialisation des produits de base locaux, l'arachide, le cacao, etc. Et ils se sont installés donc, en famille, qui se sont développés et qui sont restés pendant des années d'ailleurs en tant qu'opérateurs économiques. Ce style de management était plus familial. C'était plus le père de famille qui avait autour de lui ses enfants qui travaillaient pour lui et quelques employés. Il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de vision précise. L'essentiel, c'était de produire et de vendre. Produire et vendre. Après les années 80, il y a eu bien sûr une crise qui a été connue par l'ensemble de ces pays, hein, la crise économique qui a d'ailleurs touché pratiquement le système bancaire en ce moment-là, et qui a entraîné, disons, le changement, disons, de la classe dirigeante en termes donc de management des entreprises. Et il y a eu après donc une nouvelle classe qui a été mise en place, mais cette fois-ci ancrée sur la transformation des produits et l'industrialisation. Et c'est en ce moment-là, effectivement, que le management est devenu plus organisé, plus proactif, plus anticipatif, en regardant un peu les matières premières, c'est leur positionnement et leur transformation. Mais cette classe avait effectivement développé un style de management, mais qui était un peu extraverti, donc tourné vers l'extérieur. Donc tous les produits qui sont transformés étaient destinés toujours à l'export, donc à des maisons commerciales qui étaient en Europe, etc. Et parallèlement, bien sûr, il y avait une autre classe qui s'est développée, c'est la classe qui s'occupait de l'importation de produits et de la distribution de produits. Et cette classe est appelée chez nous la classe informelle, parce que nous avons effectivement deux types de management. Il y a le management formel et le management informel. Alors le management informel aussi s'est développé, s'est enrichi et a remplacé un peu cette classe qui existait avant. Il était une classe qui avait pris le dessus du colon et qui a développé un peu cette activité commerciale pure avec autour du père de famille qui est le responsable donc, de l'entreprise, ses enfants, ses épouses, etc. Cette classe est en train toujours de se développer et d'exister, mais elle est en train de se transformer. Parce qu'après les années 90, il y a eu, bien sûr, une crise très forte donc, qui a fait que les entreprises et les États devaient effectivement favoriser une nouvelle génération de management, de managers. Et c'est en ce moment-là que les premiers diplômés nationaux commençaient à sortir dans des universités locales. Je me rappelle qu'au Sénégal, il y avait donc un plan qu'on appelait plan maîtrisard. Maîtrisard, ça veut dire celui qui a une maîtrise en sciences éco, en droit. On les finançait pour qu'ils soient des capitalistes, des hommes d'affaires, des managers. Alors, cette classe a été bien tenue pendant une dizaine d'années, mais ce management qui était un management forcé
parce que les étudiants n'étaient pas préparés à gérer des entreprises, n'étaient pas préparés à manager des hommes, n'étaient pas préparés à développer, disons, une activité donc, économique, n'ont pas pu prospérer. Et finalement, donc, cette classe a disparu. Alors, il a été remplacé par une autre classe, qui est la classe actuelle, qui est en train donc de prendre le dessus. C'est la classe de ceux qui ont pu avoir le contact et l'échange avec l'extérieur. C'est la classe des étudiants qui ont pu avoir, disons, la chance de participer et d'être dans des grandes écoles françaises, américaines, canadiennes, etc., et qui sont revenus et qui aujourd'hui sont en train de développer un modèle qui est un modèle mixte entre ce qui se fait dans les pays européens et ce qui se passe en Afrique. Madame Anna l'a dit tout à l'heure, hein, donc les cultures sont différentes, mais ce qui est important, c'est d'adapter donc le management par rapport à la culture du pays. Il y a pas, les différences, il faut les nuancer d'ailleurs. Hein. Enfin, si vous prenez un peu l'Afrique de l'Ouest, la culture est à peu près la même. Hein. Que vous soyez au Mali, au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire, etc., vous avez à peu près la même culture. Les ruptures de culture, on les note donc, entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, et l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. C'est là où on voit les ruptures en matière donc, culturelle. Et c'est là où on voit que les styles de management sont adaptés par rapport à chaque culture. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir fait le Niger, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Burkina Faso, j'ai fait la Côte d'Ivoire et j'ai fait le Sénégal. Je connais exactement les différences qu'il y a en termes de management auprès de ces pays. La seule différence qu'il y a, c'est peut-être une différence assez pointue, mais de manière globale, le management s'est adapté à la façon de voir les choses, à la façon de mettre en place et d'attaquer le marché. C'est là où ça a changé. Mais si on regarde les fondamentaux du management, qui sont prévoir, la prévision, la gouvernance, la stratégie, les procédures, l'organisation, le choix des hommes, la qualité des ressources humaines, c'est pratiquement pareil que ce qu'on voit en Europe. Si on voit les aspects coordination, si on voit les aspects commandement et contrôle, c'est pratiquement les mêmes qu'on voit en Europe. Les gouvernants se sont adaptés, l'organisation s'est adaptée, le contrôle et la coordination des activités se sont adaptés, mais avec une dose particulière liée à la culture des pays. Ce qui fait que aujourd'hui, les entreprises africaines, la majeure part des entreprises africaines sont en train de réussir plus chez elles que les entreprises étrangères. Parce que les entreprises étrangères viennent avec leur mentalité, leur style de management et n'arrivent pas à prospérer comme il le faut. Donc, il y a une nouvelle élite, une nouvelle race de management qui s'est développée. Et cette race, aujourd'hui, on la voit dans des secteurs d'activité assez pointus, hein, notamment le secteur de la digitalisation, le secteur du numérique, le secteur de la transformation agricole, le secteur du BTP, le secteur du transport et le secteur aussi, les secteurs portières, le secteur du transport aérien, le secteur du transport naval, le secteur du transport routier. Donc, de plus en plus maintenant, cette nouvelle génération qui est là, qui a fait les grandes écoles, est en train de s'adapter et d'être plus performants que les managers qui nous viennent de l'extérieur. Parce qu'ils connaissent mieux leur pays, ils connaissent mieux la réalité économique de leur pays et qu'ils savent un peu comment mettre en place une stratégie commerciale pour aborder, pour attaquer ce marché-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ceux qui étaient dans l'informel sont en train de se changer. De changer et de s'adapter. Soit c'est le chef d'entreprise qui s'adapte, soit ce sont les fils de ces chefs d'entreprise qui s'adaptent. Donc, il y a une nouvelle génération qui est en train de se développer et cette nouvelle génération est en train de prendre le dessus et de se battre sur le marché avec les opérateurs étrangers. J'en sais quelque chose parce que ça fait 35 ans que je travaille dans les banques.
ça fait plus de 20 ans que je suis directeur général de banque, je vois un peu le tissu économique, comment il est en train de changer. Je vois aussi de nouvelles générations de managers qui sont en train de se mettre en place et avec des concepts, une approche plus innovante qui allie la modernité et la réalité sociologique des pays dans lesquels ils évoluent. Et nous avons eu, pour la première fois dans nos pays, des startups qui ont pu commencer avec peu et qui sont devenues de grandes entreprises. Des personnes et des entreprises qui ont évolué de manière exponentielle parce que tout simplement, ils ont basé leur stratégie sur la rigueur, l'organisation et la prospection. Avoir une démarche prospective pour analyser le marché et son évolution. L'avantage que nous avons aujourd'hui dans nos pays, c'est que l'information, elle est diffuse, elle est connue. On peut aujourd'hui apprécier l'activité économique, on peut apprécier le niveau de croissance de nos pays. On a des indicateurs qui peuvent le faire et ces indicateurs-là aujourd'hui permettent aux jeunes aujourd'hui de bâtir une stratégie qui est aujourd'hui entre la stratégie moderne et la stratégie traditionnelle qui joue un peu sur la sociologie des pays. Et voilà un peu ce que je voulais dire en introduction pour vous dire que ce n'est pas un mythe, c'est une réalité aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Les jeunes ont commencé avec peu et aujourd'hui sont devenus de grands managers parce que tout simplement, ils ont bâti leur démarche sur la stratégie et sur les fondamentaux du management en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Norossi, pour ce riche témoignage. Donc, effectivement, ce qu'on retient, c'est que vous parlez d'une nouvelle génération qui, en fait, est empreinte de tous les dogmes qu'on connaît de management occidental et qui les adapte et qui, au final, au contexte africain, et qui sont plus performants que finalement les personnes qui viennent transposer les modèles tels qu'ils existent. Donc, vous voyez, en fait, ce que vous dites, ce n'est pas un mythe, on commence à le voir visuellement. Donc, ces nouveaux entrepreneurs qui sont différents et qui incarnent quelque part ce nouveau mode de management africain. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, merci beaucoup. J'ai passé la parole à Omar Badir, notre spécialiste en tourisme basé au Maroc. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir retrouver voilà, l'esprit de l'école et je me sens comme si j'étais revenu au banc de l'école en quelque sorte et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous ma modeste vision et mon modeste avis par rapport à la question. Donc, avant, si vous le permettez, moi, je voudrais écorcher un peu l'intitulé de ce webinaire. Voilà, management africain entre mythe et réalité. Moi, je penserais plus vers est-ce que c'est un luxe ou une nécessité aujourd'hui. Quand on parle de continent africain, on parle de richesse de ces femmes, de ces hommes et de ressources naturelles, de potentialités, d'énormes opportunités, qu'elles soient économiques ou sociales de développement. Et donc aujourd'hui, moi, je penserais plus pour dire qu'aujourd'hui, c'est une nécessité que d'avoir un management africain qui soit fort et durable. Donc ça, c'est pour commencer. Et pour situer les choses dans leur contexte, peut-être pas dans une optique anthropologique où on va parler de culturel, de culture africaine, mais plutôt d'enjeux liés au contexte actuel et qui nous imposent voilà, d'avoir une certaine compétitivité, une certaine force, une certaine union entre les différentes économies pour pouvoir voilà, essayer d'avoir des échanges, du partage d'expériences et aller de l'avant ensemble parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu à titre personnel que le développement des entreprises africaines passe nécessairement par une intégration africaine. On l'a vu par le passé et que ce soit dans le cadre de la reconstruction du continent européen ou dans des initiatives plus récentes dans le Conseil de la coopération des pays du Golfe. Aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de cette union-là et qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre les entreprises africaines. Voilà, donc ça d'un point de vue macro. D'un point de vue plus micro et pour parler des styles de management, je pense qu'aujourd'hui, les défis sont les mêmes, que ce soit au Maroc, au Sénégal, au Mali,
dans tous les pays d'Afrique, les enjeux sont les mêmes. Aujourd'hui, c'est des questions de compétitivité, c'est des questions liées à la dématérialisation, à des intermédiations. Avant, on avait des circuits classiques de distribution. Aujourd'hui, on a vu que grâce à Internet, il y a une certaine démocratisation de tous les marchés. On peut être au Niger et on peut exporter aux États-Unis. Bon, on va occulter peut-être les difficultés liées aux barrières non tarifaires et autres, mais aujourd'hui, tout ce qui est digital est aujourd'hui en notre faveur pour qu'on puisse vraiment se développer et que les entreprises africaines, où qu'elles soient, puissent voilà, prospérer. Aujourd'hui, donc on a des cultures qui sont certes différentes, des environnements différents, mais ce qu'on a, c'est nos richesses humaines. Et aujourd'hui, un point capital, c'est la formation et la valorisation du capital humain. Aujourd'hui, si nos jeunes arrivent à assimiler toutes les techniques de management, qu'elles sont en termes de finance, de marketing, de gestion des ressources humaines, on parlait de comment faire évoluer les mentalités, tout cela passe par la formation. Et donc, la formation, qu'elle soit initiale ou continue, elle est impérative pour garantir cette pérennité de l'entreprise. Il faut qu'on soit aussi, en quelque sorte, à l'affût de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est nouvelles techniques. Et je suis sûr qu'on peut les développer dans nos entreprises africaines. Parlant de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion d'intervenir avec pas mal de casquettes, dans celle de consultant et conseiller de la ministre du Tourisme marocain. Et j'ai aussi travaillé avec la Banque africaine de développement, qui, elle, œuvre pour assurer cette coordination et en quelque sorte ce rapprochement entre les entreprises et les institutions au sein de tous les pays d'Afrique. Et on a eu l'exemple d'une coopération avec le Sénégal, qui aujourd'hui a le plan de Sénégal émergent. Et donc, il y a une unité, ce qu'on appelle une delivery unit, qui est un bureau opérationnel avec lequel on a eu des échanges et on a vraiment travaillé pour qu'il y ait ce style de pilotage de stratégie publique. Je suis plus orienté stratégie publique. Et donc, voilà, il y a ce partage d'expérience qui peut être fait, sur lequel on peut capitaliser. Cette delivery unit, c'est ça qui permet d'avoir une certaine efficacité et une certaine, on va dire en quelque sorte, une démarche scientifique qui permet d'occulter tout ce qui est personnel, tout ce qui est, j'ai envie de dire, classique ou dans une certaine mesure folklorique aussi par moment. Donc voilà, quand on a ces institutions qui permettent de faire un suivi qui soit le plus à travers des indicateurs, à travers des feuilles de route, de pilotage à travers du PMO, c'est comme ça qu'on peut capitaliser, avoir une gestion de la connaissance pour être plus scientifique et assurer la prospérité des entreprises. Voilà pour ce qui est de ma vision du management africain. Donc, il passe aussi bien par les femmes et les hommes à travers leur formation, à travers une certaine union et aussi bien entre entreprises que entre institutions, qu'elles soient publiques et privées. On voit par exemple, quand on voit des fédérations, on peut toujours trouver, quand on parle de la fédération des entreprises au Maroc, en l'occurrence la CGEM, il y a toujours une brique Afrique où il devrait y avoir des échanges entre les patrons d'entreprises marocains et ceux de tous les autres pays africains. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra vraiment aller tous de l'avant. Et je dis que la réussite de tous les pays ne sera pas faite de manière individuelle, mais collective. Ça, c'est une conviction. Voilà, merci. Merci beaucoup, Omar, pour cette intervention. Donc oui, vous parlez d'intégration africaine, hein, ça c'est incontournable. Alors, comme bonne pratique, vous avez parlé de la Delivery Unit au Sénégal. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ce concept, comment ça fonctionne? Ce que vous évoquez comme étant une bonne pratique. Parfait. Donc, je pense que M. Seydo pourrait assez avoir des informations par rapport au sujet. En fait, c'est un plan qui est, comme nous au Maroc aussi, on a des stratégies sectorielles. Voilà, c'est un ensemble de projets qui concernent divers domaines d'activité, que ce soit de l'infrastructure, de l'économique,
du social, voilà, des secteurs productifs qui soient industriels, de services ou agro-industriels. Et voilà, en rassemblant tous ces plans sectoriels au sein d'un même plan, on assure cette convergence de tous les efforts. Et donc, au Maroc aussi, on a eu cette expérience-là pour le suivi du programme gouvernemental. Et donc, tout le programme du gouvernement est suivi par une unité qu'on appelle une Delivery Unit. D'ailleurs, ce concept de Delivery Unit, on le retrouve aussi dans le nouveau modèle de développement qui aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle orientation pour le développement de notre royaume. C'est vraiment l'orientation globale de tous les Marocains, de toutes les institutions aussi. Et donc, cette Delivery Unit, elle doit permettre, voilà, de converger ces efforts-là. Et pourquoi je l'ai évoqué? Parce que dans le cadre de cette Delivery Unit, on a créé le réseau africain des Delivery Units. Et donc, à travers ça, il y a eu des échanges d'expériences, on a capitalisé sur le vécu de tout un chacun, que ce soit les compétences individuelles des personnes et des responsables, mais aussi de la gouvernance globale des stratégies publiques. Et je pense que ça, si on le duplique et que tous les pays sont impliqués, je pense, bon, ça c'est un exemple dans le secteur des stratégies publiques, mais si on reproduit la même expérience dans le secteur privé, et je parlais de fédérations africaines, des patrons d'entreprises, qu'elles soient des startups ou qu'elles soient des multinationales, et Dieu sait combien d'entreprises du Forbes 50 sont d'origine africaine. Donc, ce n'est que comme ça qu'on peut assurer cette émergence de notre économie africaine. Voilà. Merci beaucoup, hein. C'est très clair. Merci beaucoup, Omar Badir. Merci. Alors, j'ai passé la parole à Monsieur Djigbeno Antoine. Voilà, on vous voit. Par contre, on ne vous entend pas. Vous m'entendez, c'est bon? Là, vous m'entendez là? Parfait, merci. D'accord, parfait. Donc, avant même d'intervenir, je tenais simplement à saluer, comme on le fait ici localement, donc, le doyen Nouroussi, hein, qui est passé en premier. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est déjà une façon de colorer aussi un peu notre façon de fonctionner. Donc, comme Anna disait tout à l'heure, on va accorder beaucoup de respect aux anciens. Et ça se voit dans la façon dont on va opérer, dans la façon dont on va travailler, de la façon dont ceux qu'on va manager vont pouvoir réagir. Tout à l'heure, quand je vais dire le doyen Nouroussi, il va avoir peut-être deux réactions. Comme il est déjà basé, déjà depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'expérience, il a dit tout à l'heure, il a vécu trois styles de management différents, il va avoir une façon de réagir et de me comprendre différemment. Ce ne sera pas pareil si je m'adressais à un Européen. J'allais dire, monsieur Nouroussi. Déjà, ça montre très bien qu'en fonction des personnes qu'on a en face de nous, on va avoir des façons différentes de réagir. Ce que j'aimerais dire, hein, c'est que globalement, sur ce thème, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et je ne vais pas me positionner sur la redite, sinon ça n'apporterait aucune valeur ajoutée. C'est que le rapport de l'homme à l'homme, donc le rapport de l'homme avec l'autre, pour moi, on a des valeurs qui sont universelles. Parce que j'ai eu la chance, avec beaucoup d'humilité, de travailler dans différents environnements, de travailler avec différentes cultures, y compris la culture européenne, la culture américaine, asiatique et indienne, parce que j'ai eu à travailler dans un cabinet international avant de rejoindre la compagnie ivoirienne d'électricité. Et de ces différentes expériences, à ce qui ressort, c'est que l'homme en lui-même est un être universel. Donc, on va retrouver des valeurs qui sont communes. Quand je vais manager un Indien ou quand je vais manager un Africain ou quand je vais manager un Américain, je vais avoir des valeurs communes que je vais retrouver chez ces trois types de personnes, qui sont tous des hommes. Donc, si j'écoute une personne, si j'ai de l'empathie quand je suis avec cette personne, si j'ai de l'humilité quand je manage une personne, si je démontre des vraies valeurs profondes d'amour envers la personne que je manage, ben, j'arrive à pousser cette personne à atteindre des objectifs. Donc, quand on parle de management, on est bien sûr là pour pousser des femmes et des hommes à atteindre les objectifs qu'on va leur donner. Et effectivement, en fonction de l'endroit où je vais être, en fonction de la personne que je vais manager, il va y avoir un système de valeurs sociales, donc ce que Anna a dit tout à l'heure, qui sont des codes qu'on va retrouver. Donc, si je suis avec effectivement un Africain, peut-être que l'affect ou le caractère, on va dire, comment je vais dire ça,
la capacité, on va dire, de l'Africain à prendre en compte les émotions, par exemple, va être beaucoup plus forte que si, par exemple, je suis dans un cadre européen. Donc, pour moi, on a effectivement bien un système de management qui va se contextualiser on va dire, aux personnes qui sont managées. Donc, c'est bien forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a également aussi toute la partie qui concerne les codes. Donc, je pense que j'ai fait exprès de commencer cette présentation. On va des fois, par exemple, appeler des personnes grands frères ou doyens en entreprise. Même si vous êtes directeur général, il peut y arriver qu'il y a des personnes pour lesquelles vous allez avoir une forme de respect particulier, simplement, pas forcément lié à leurs compétences, pas forcément lié à leur capacité à vous faire progresser, mais le respect que vous allez démontrer, ne serait-ce qu'en les appelant différemment, même si ce sont des personnes que vous managez, vont créer autour de vous, vont faciliter, on va dire, l'acceptation même de toute entreprise ou de tout le reste de l'entreprise vis-à-vis de vous. Bon, après, ça se gère, donc ce sont des choses qu'on peut apprendre et adapter, mais le rapport avec les autres, pour moi, a quelque chose à la fois d'universel et quelque chose de très spécifique ou de très lié, on va dire, au code qu'on peut avoir. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour moi, dans ce rapport-là, on a des généralités ou des choses qu'on va retrouver, quelle que soit la culture ou quelle que soit l'origine de la personne qu'on va coacher, qu'on va manager, on va avoir des valeurs qui sont universelles et des valeurs qui sont spécifiques. Et c'est très important de comprendre ces codes-là. Certains, par exemple, vont être très protocolaires, vont insister sur le fait que, voilà, pour qu'on me donne une instruction, il faut qu'on me l'explique, il faut qu'on me donne, par exemple, des nouvelles. Des fois, même quand vous arrivez dans un endroit, il y a un cadre, il y a un contexte qui fait que il faut respecter ces codes-là pour que les personnes vous accueillent et vous acceptent et soient prêtes à vous écouter. Donc ça, c'est vraiment toute la notion de code. Donc ça, il faut les connaître, il faut demander. Quand je travaille avec un Sud-Africain, il y a des codes. Quand je travaille, par exemple, avec un Zimbabwéen, il y a des codes. C'est vrai que le fait aujourd'hui qu'on soit tous amenés à parler les mêmes langues, aujourd'hui à briser un peu certains codes, donc il y a une forme d'universalité, mais après, quand on va se retrouver dans le day-to-day à manager des équipes, si on ne connaît pas ces codes, ça peut être un frein. Ensuite, il y a tout le processus pour moi dans le management de prise de décision. Aujourd'hui, quand je dois prendre une décision, je la prends en fonction de l'environnement dans lequel je suis. Et là, il y a un excellent livre qui a été écrit par Marcel Zadikessi, feu Marcel Zadikessi, qui est le président, on va dire, qui était un ancien président de l'entreprise aujourd'hui dans laquelle je travaille, qui est Culture africaine et gestion de l'entreprise moderne. C'est un livre qui est excellent. Et dans ce livre, on va dire qu'il décrit, bien sûr, justement, tout ce qui est code, tout ce qui est système de valeurs, tout ce qui est même système de pensée africaine. Voilà. Et il va faire le parallèle entre toute la richesse de ce système de valeurs. Donc, ce n'est pas qu'avant la colonisation, il n'y avait pas de système de management africain. Donc, il va décrypter tout ça en prenant la culture africaine et puis il va dire, voilà, donc, au regard des entreprises qui sont devenues modernes qu'on a à gérer, voilà ce qu'il y a de bon dans cette culture africaine, voilà ce qu'il faut garder, voilà ce qu'il faut exclure. Donc, c'est un bouquin extrêmement intéressant, mais qui démontre que même dans le processus de prise de décision, nous avons aussi une dimension, je dirais, humaine ou spécifique qu'on va apprendre. Donc, si aujourd'hui, je travaille, par exemple, avec des Japonais qui vont avoir leur façon, par exemple, de réagir dans une usine, si je travaille, par exemple, avec des Africains, et même quand je dis africain, il faut que je regarde effectivement, comme Anna a dit tout à l'heure, Afrique du Nord, mais même au-delà de l'Afrique du Nord, quand je descends en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est, je vais me retrouver à avoir encore des spécificités dans chacun de ces pays. Donc, il y a, dans la prise de décision, je dois également prendre en compte comment les personnes qui vont subir ces décisions vont réagir. Donc, il y a la notion d'homme ou de femme. Donc, Anna aussi en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais tout ça, à un moment donné, va me pousser à dire, avant de prendre une décision qui va s'appliquer à des personnes qui réagissent de telle ou de telle manière, comment j'exprime déjà la décision. Est-ce que c'est un email qui part pour informer tout le monde que, à partir de maintenant, excusez-moi, mais vous êtes tous virés? Ou bien le jour où je dois fermer l'entreprise en Afrique,
est-ce que ce n'est pas une réunion presque sous un abracadabra que je dois organiser? Je caricature un peu. Hein, je caricature, hein, ça ne se passe pas réellement comme ça, mais j'aurais peut-être besoin de rassembler les gens dans une salle. Je dois dire, voici, l'heure est grave, voici les réalités que nous vivons, plutôt que d'envoyer un email. Donc ça, ce sont des réalités opérationnelles. Même s'il y a une modernité, on reste quand même accroché, on va dire, à des valeurs qui sont vraiment liées à notre système de pensée ou au moule dans lequel nous avons été éduqués, ou le moule dans lequel ces sociétés ont été éduquées. Donc on a beau avoir flirté avec des cultures qui sont différentes, on a beau être dans un environnement qui est multiculturel, on doit toujours à un moment donné faire face, quand on travaille localement, hein, à gérer de la spécificité. Et c'est pour ça que de nombreux opérateurs télécoms, par exemple, quand ils vont nommer des directeurs généraux, on a pu le voir, hein, à un moment donné, ils prenaient des Occidentaux. Et puis petit à petit, ils ont commencé à intégrer plus de contextualisation dans leur façon, on va dire, de travailler. Et enfin, un dernier point dans le management, et je m'arrêterai là, pour respecter le temps de parole, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je peux demander à des personnes de me produire un travail en 3 jours, 4 jours, et ils vont y arriver, ou bien en 1 semaine, en 2 semaines, ils vont y arriver. Mais des fois, en fonction des cultures, on va avoir cette notion de patience. J'aime beaucoup courir, hein, mes collaborateurs me disent que justement, je cours trop, je suis toujours trop pressé. Mais en face de moi, j'apprends de plus en plus que des fois, il faut laisser le temps faire les choses. Et le management africain laisse de la place au temps. Le management européen laisse moins, par exemple, de place au temps. On est toujours dans le delivery, ça doit être speed, il faut qu'on puisse délivrer. En Afrique, il faut apprendre aussi à comprendre que des fois, il faut apprendre à laisser le temps faire les choses. Je ne dis pas ça pour encourager la paresse, mais des fois, on va se retrouver à avoir à gérer, par exemple, des problématiques de conduite du changement. Donc, moi qui travaille dans le domaine du digital, où je vais venir avoir une approche systémique d'accélération ou de transformation de processus à l'aide, on va dire, d'outils ou de méthodes, hein, je vais me retrouver des fois à avoir des projets qui ne vont pas forcément avancer comme il le faut, tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment pris de temps pour préparer les gens. C'est vrai ailleurs, mais c'est encore plus vrai dans notre contexte à nous. Donc voilà, c'était vraiment peut-être ces 3 éléments en complément de tout ce qui a déjà été dit, hein, par M. Nouroussi, par Anna et puis par Badir. Je sais que bien sûr, Hassan aussi aura beaucoup de choses intéressantes à partager. Voilà. Un grand merci Antoine, hein, pour ce riche témoignage. Donc, on a bien noté, hein, les valeurs universelles, effectivement, qui sont clés. Et puis, vous parlez plus précisément de la prise de décision, hein, qui est spécifique dans le contexte africain, et ce rapport au temps, effectivement, qui a du bon aussi, hein, la lenteur, elle a aussi du bon. Donc, tout n'est pas jeté à la poubelle. Le tout, c'est vraiment de prendre des spécificités, d'avoir la juste mesure de chaque variable. Donc, nous allons passer au dernier intervenant, donc M. Hassan Singa. Je vais vous laisser la parole pour 10 minutes en vous remerciant. Merci à tous. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de voir des visages que je n'avais pas vus depuis longtemps. Anna, Antoine, Badir et des nouveaux visages que je découvre. Bon, bien évidemment, Madame Moufaker, ça fait toujours plaisir. On a discuté il n'y a pas très longtemps et justement, j'ai été très heureux et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. Et je suis très heureux et très flatté d'y participer et de pouvoir très modestement contribuer à discuter sur ce thème. Alors, c'est difficile de parler en dernier parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et j'avais justement accès. Antoine m'a quasiment enlevé tous les mots de la bouche. Sacré Antoine, il ne change pas. Et ça ne m'étonne pas de lui non plus. Et effectivement, mon intervention aussi allait dans le sens de bien évidemment, il y a beaucoup de littérature sur les styles de management. D'ailleurs, moi aussi, j'aimerais recommander un livre à toutes les personnes qui souhaitent être de bons managers et de bons cadres. Malheureusement, ce n'est pas écrit par un Africain, mais c'est un livre qui s'appelle « Comité exécutif, voyage au corps de la gouvernance ».
Alors, ce livre est très important parce que je trouve que c'est un des livres les plus complets. Il est très, très volumineux, plus de 500 pages. Il arrive à modéliser l'ensemble des styles de management qu'on peut rencontrer et on peut être très surpris de ce qu'on trouve à l'intérieur et de comment il a été conçu, des expériences qui ont permis qu'il relate. Et très souvent, quand on a été collaborateur et qu'on aspire bien évidemment à être un manager et avoir des équipes, enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il est tout aussi utile lorsqu'on fait partie d'une équipe et lorsqu'on dirige cette équipe-là. Donc, on peut comprendre évidemment son rôle dans une équipe et comprendre comment les managers réagissent et vers quoi ils veulent aller. Et c'est très important. Alors, je pense donc que comme cela a été dit, il y a des grandes théories et des comportements de managers qui sont finalement humains et donc communs à tout le monde, quel que soit l'environnement culturel et géographique. Mais quand on parle de management africain, je pense que, et là, je vais tout de suite rejoindre Antoine et Anna et tous ceux qui ont intervenu pour dire qu'il y a des codes culturels qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Sinon, on peut être sûr de se louper totalement et de perdre son temps en efficacité, en crédibilité. Et c'est très… ça peut être irréversible parce que souvent, le premier contact est le plus important. On dit souvent qu'on n'aura jamais une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Et donc, la préparation est très utile. Et donc, il est important de bien connaître le milieu dans lequel on est, de comprendre l'organisation sociale. Elle est parfois très clanique et très axée sur le genre, comme l'a dit Anna. C'est important de savoir, de prendre en compte les droits d'aînesse. Est-ce que la parole des femmes et des jeunes est prise en considération ou pas? Et de trouver les meilleurs moyens, justement, les meilleurs canaux de communication pour faire passer le message. Et là, je pense que Antoine a abordé ce point. Il faudra aussi comprendre, et si on est dans une organisation de type entreprise publique ou société gouvernementale ou administration, agence gouvernementale, parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est dans une entreprise privée, la plupart donc, sont des PME qui sont des actionnariats, on va dire des entreprises familiales. Et donc là, on sait que bon, il y a une hiérarchisation au sommet de la société, de l'entreprise qui est familiale, c'est accepté. Les attentes ne sont pas les mêmes que lorsqu'on travaille dans une agence ou dans une entreprise gouvernementale parce que, et ça a été dit aussi, il y a des attentes qui sont différentes. Beaucoup d'entreprises et beaucoup des premiers cadres dans les années 70 et 80 ont été financés par les États. Et de génération en génération, on s'attend toujours à avoir sa part, entre guillemets, du revenu étatique pour pouvoir se développer. Et donc, on va avoir des attentes de la part de collaborateurs qui reposent beaucoup sur la reconnaissance et la considération. Et ça j'insiste beaucoup dessus, ça a un coût. Les logiques économiques et financières de rentabilité ne sont pas les premières mises en avant par les équipes qu'on gère. J'ai travaillé dans une agence gouvernementale, on va dire, et les collaborateurs considéraient qu'ils ont droit à des avantages qui doivent leur être accordés. Et c'est un environnement qui est très différent de lorsqu'on travaille dans une entreprise privée où il y a des attentes de rentabilité, bien évidemment, qui sont beaucoup plus accentuées. Bien évidemment, il faut tenir compte il y a la notion de local content qu'il est obligatoire d'aborder dans ce type de problématique. Il faut comprendre la façon de parler. Parfois, on sait que
et c'est très habituel en Afrique de l'Ouest, les salutations et le temps de s'imprégner et de s'inquiéter de la personne, de comment elle va, de comment va sa famille, de si elle a des difficultés, c'est-à-dire de lui montrer qu'on s'intéresse d'abord à elle avant de lui communiquer un message est très important. Et si on n'est pas conscient de ça, on peut bien évidemment louper. Il y a des exemples comme ça où on veut faire passer un message et ça ne marche pas du tout parce qu'on n'a pas du tout, l'attention qu'on souhaite avoir. Ça dépend bien évidemment aussi du niveau d'instruction. Est-ce qu'on est dans une entreprise qui fournit des services ou dans une entreprise avec des activités industrielles? Dans une entreprise avec des activités industrielles, bien évidemment, on a une base beaucoup plus importante de personnes peu instruites, beaucoup d'ouvriers, un style de management assez directif, mais aussi sur lequel l'exemplarité est très importante. Si on travaille dans une usine où on a encadré des équipes d'usine et que l'usine démarre à 6 heures du matin et que le manager arrive à 6h30 ou à 7h, on n'aura pas tendance à l'écouter. Il faut qu'il soit là avant ses équipes ou en même temps que ses équipes au plus tard pour leur montrer qu'on partage les mêmes exigences ou qu'on leur demande des exigences qu'on est prêt soi-même à accomplir. Et c'est différent lorsqu'on est dans une entreprise de service. Et là, il y a des difficultés parce qu'il y a de la considération, il y a des personnes qui sont issues de familles ou d'environnements sociaux pas forcément, enfin, parfois nantis, et on a du mal à se mettre au service des autres. Alors, c'est aussi des considérations. Donc, la notion de marketing où le client est roi, parfois c'est difficile de la faire passer. Les gens restent très, très fiers d'eux, très auto-satisfaits des petits efforts qu'ils font. Et parfois, ce n'est pas facile de leur faire comprendre que c'est insuffisant et que quand on est derrière le comptoir et qu'on reçoit le client, bah, c'est le client qui est roi. Et on doit satisfaire cette clientèle-là pour pouvoir, à la fin de la journée, comme ça a été dit, être sûr d'être rentable. Donc, les grandes lignes théoriques d'un point de vue macro, micro avaient déjà été abordées. Donc, j'ai voulu compléter toutes les interventions sur ces aspects, on va dire, plus pratiques. Et ce que moi, je retiens, c'est que les mots-clés restent reconnaissance. Elle n'est pas toujours en termes salarial et elle se traduit beaucoup par la considération qu'on a vis-à-vis des personnes et comment on se préoccupe de leur bien-être et comment on arrive à communiquer sur le fait que ce bien-être-là, des équipes qu'on manage, a des points de convergence et il y a un alignement d'intérêt avec les objectifs de l'organisation qu'on dirige, qu'elle soit publique ou privée. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie Hassan Singa pour votre intervention. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on ressort avec beaucoup de contenu, des choses complémentaires où vous complétez les uns les autres. Donc, pour résumer, hein, ce qu'on retient, c'est que effectivement, c'est plus qu'une réalité. Donc, Monsieur Nour aussi a parlé de réalité. Monsieur Badir a parlé de nécessité. Donc, là, tout le monde est aligné sur cette réalité, voire nécessité. Ensuite, on voit qu'il y a un socle d'adaptation qui est nécessaire hein, en vue de réussir le management africain, avec en plus des particularités. Même si on voit qu'il y a plusieurs ethnies, plusieurs pays, on a quand même des choses qui ressortent hein, par rapport aux différents témoignages relatifs à donc le droit d'aînesse, le genre, le rapport au temps, la manière de prendre une décision et de communiquer la décision. Et je retiens également qu'au final, aujourd'hui, on est en train de voir la genèse d'un nouvel entrepreneur africain qui tient compte un peu de tous ces éléments-là parce que justement, c'est une nécessité de survie. Alors, pour faire un deuxième tour de table un peu plus rapide,
j'aimerais vous poser cette question. Donc, je me pose donc, je suis un peu la voix d'HEC, donc en tant qu'école de commerce, demain, si on veut former donc, les entrepreneurs africains, d'après vous, quelles sont les caractéristiques que doit avoir cet entrepreneur africain pour être performant, vu que justement la réflexion par rapport au modèle de management africain a eu lieu dans le cadre de la réflexion sur l'augmentation de la performance de l'entreprise. Donc, comment faire en sorte qu'un entrepreneur africain soit performant dans le futur au vu de tout ce qu'on a dit durant ces dernières heures. Je vais laisser la parole là à Monsieur Hassan Tsinga, comme ça, vous ne serez pas le dernier, hein, chacun son tour. Donc, si vous voulez bien intervenir par rapport à cette question-là, je laisserai un petit peu moins de temps, si ça vous convient, 2-3 minutes, pour que chacun puisse s'exprimer sur cette question. Merci. Merci Hind. Et d'ailleurs, quand on parle d'entrepreneur, c'est bien parce que mes premières expériences en termes d'entrepreneuriat social, Antoine et Anna d'ailleurs, et Omar aussi, ont assisté à ça. Lorsque nous étions étudiants à HEC, il y avait l'organisation SAIF qui est devenue Inactus, qui continue, et j'espère que… Enfin, je ne sais pas si l'école participe toujours à cette compétition, mais elle avait été très riche en expérience et en émotion pour nous. Alors, j'ai fait des formations. À la fin donc de mes études à HEC, été entrepreneur aussi. Et j'ai participé, enfin, en tant que formateur, à des programmes d'entrepreneuriat à Libreville, au Gabon. J'ai aussi conçu un programme spécifique pour les étudiants entrepreneurs, moins axé sur l'entrepreneuriat social, mais avec un focus direct business. Et je conseille de façon formelle ou en amicale certains entrepreneurs. Ce que je peux dire, c'est que, alors, c'est peut-être pas un message spécifique culturel africain, mais je pense qu'il faut se définir un profil. Il faut se définir un profil. On est soit commercial, soit technique, soit financier, selon les points forts et la passion qu'on a de certains métiers. Et il faut pouvoir construire cette expertise-là sur un métier spécifique et donner la chance à d'autres talents forts Hassan, on vous a perdu. Faire confiance à des personnes qui ont un fort potentiel, réalités qui sont parfois insuffisantes. Vous Oui, là c'est bon. Là c'est bon, oui, c'est revenu, merci. Je suis en fait en train de faire un audit opérationnel dans une concession forestière dans le bassin du Congo. Et justement, j'espérais que la connexion ne serait pas trop capricieuse. Non, non, mais ça bon, va juste tout là, marche ça va, c'est juste ce petit moment. Allez-y. Tout fonctionne déjà beaucoup mieux que ce que je pensais. Et donc, je disais que je pense que le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de ne pas hésiter très tôt à faire confiance à d'autres talents que les siens. Peut-être qu'on est plus technique, informatique, développement d'applications. Pour le développement commercial, il faut recruter des commerciaux talentueux et qui ont beaucoup de potentiel. Il ne faut pas négliger les aspects financiers. En fait, tout de suite, avoir de forts potentiels et un niveau d'expertise important dans les autres domaines qui permettront à une startup de se développer efficacement. Donc, c'est le conseil, je pense, le plus important que je peux donner à des entrepreneurs. Souvent, on fait cavalier seul au départ parce qu'on pense qu'on n'a pas les moyens, mais il faut pouvoir bien staffer dès le départ pour garantir un développement beaucoup plus efficace. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Nourou aussi, si je peux vous laisser la parole pour vous exprimer sur ce sujet. Vous semblez bien connaître justement cette nouvelle génération. C'est vous qui avez parlé de cette nouvelle génération. Comment vous la définiriez? Tout à fait. Alors, c'est une question importante que vous avez posée.
Le premier, quand on commence nos activités à la BND en 2014, le premier financement que j'ai donné, c'est à un jeune sénégalais qui a fait de brillantes études au Canada et qui est venu au Sénégal, qui avait un projet important. C'était dans la pisciculture. Alors, ce qui m'a séduit dans son projet, c'est qu'il avait ciblé une zone où il y avait un besoin réel de poissons, où il n'y avait ni fleuve, ni mer. Et il a pu développer une activité de pisciculture pour alimenter cette zone. Alors, ce qui m'a encore séduit en plus, c'est que c'est un jeune qui a fait de brillantes études et qui s'est focalisé sur une activité particulière, qui est d'ailleurs une activité que l'État du Sénégal a voulu promouvoir et développer. Hein. Je l'ai financé, je l'ai accompagné sur la base du projet. Il est parti donc dans le nord du pays du Sénégal. Il a développé cette activité-là. Pendant les premiers mois, il s'est focalisé sur l'activité. Focus. On le voyait en jean, en bottes, et il était dans les champs. Et quand je suis parti le voir, j'étais très fier. Je me dis, ben, ça y est, il va réussir. Mais quelques temps après, il a changé. Parce que je le voyais plus à Dakar, en ville, ici, que là-bas. Alors je me suis inquiété. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites à Dakar? Vous ne devez pas être là. D'abord, votre activité n'est pas à Dakar et votre marché n'est pas à Dakar. Et finalement, il a essayé donc de laisser le marché traditionnel qu'il devait pénétrer et il a essayé de vendre sur le marché de Dakar où il y avait la concurrence avec les produits de mer. Et l'entreprise a capoté. Parce que autant il avait une vision, autant il avait identifié une activité rentable, autant il avait la formation qu'il faut, parce qu'il a fait quand même de bonnes études en management, autant il ne s'est pas départi de ses habitudes de citadin et qui lui ont valu effectivement à ce que l'entreprise ne soit plus managée, il n'était plus proche de l'entreprise, il était loin de l'entreprise. Il était plus proche de son marché, il était loin de son marché. Et l'entreprise a capoté. C'est pour vous dire que pour que la réussite, pour qu'un projet, un promoteur réussisse, il y a d'abord un aspect important qu'il faut avoir, c'est identifier une activité innovante, rentable, pérenne, qui peut effectivement être développée. Ne pas aller d'abord dans le mimétisme, parce qu'en Afrique, ce qu'on voit généralement, c'est quelqu'un a réussi une activité, je vais faire la même chose que ce qu'il a fait pour pouvoir réussir. Le chef d'entreprise commence d'abord par le choix de son projet, par la structuration de son projet, par l'organisation dans le fonctionnement de son projet, par le marché qu'il doit attaquer, par comment attaquer le marché, quel est le procédé qu'il faut pour attaquer le marché, et déjà après, déterminer les moyens qu'il lui faut pour pouvoir développer son projet. Donc, l'exemple que je viens de donner est un exemple que je donne à chaque fois aux étudiants quand je leur parle de projet et de management. Alors, le jeune a eu un problème culturel. Il est né à Dakar, il a grandi à Dakar, il a voulu bien sûr être pisciculteur dans une région qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas résisté et il est sorti de son cadre naturel et l'entreprise a capoté. Donc, il faut, au-delà de ça, être proche de son activité. Il faut avoir une organisation et un suivi de son activité. Il faut derrière être proche aussi de ses débouchés pour pouvoir maîtriser les flux commerciaux dégagés par l'entreprise. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, la réussite, elle est possible. L'autre cas que je donne généralement, c'est le cas inverse. Quelqu'un qui n'a pas eu de grandes études, hein, qui s'est arrêté avant le bac, mais qui, à un moment donné, a eu la passion de l'agriculture. Et il a demandé à son père de lui prêter de quoi acheter 60%. Et 60%, à part de 60%, il s'est développé seul. Parce qu'il avait la passion. Il faut avoir la passion d'abord de ce qu'on fait. Il avait la passion. Il a développé de 60%. Il a développé son activité. Et ça, c'est il y a peut-être 15 ans de cela, ou 20 ans.
Ce monsieur est aujourd'hui devenu l'industriel le plus important au Sénégal. Donc aujourd'hui, il maîtrise la filière avicole, il a une industrie de fabrication d'aliments de bétail, il a une industrie de fabrication de farine, et il fait partie des plus grosses industries du Sénégal sans avoir les connaissances et l'enseignement ou sans avoir fréquenté les grandes universités africaines ou sénégalaises. Et aujourd'hui, il est devenu un symbole. Donc, la réussite, ce n'est ni le diplôme, ce n'est autre chose que la passion et la maîtrise de ce qu'on veut faire. Il faut d'abord aimer ce qu'on veut faire et éviter effectivement de faire du mimétisme. Ce n'est pas parce que ce monsieur a réussi en agriculture que moi, je vais essayer de faire la même chose que lui, si ce n'est pas ma passion. Donc, il y a d'abord cet aspect-là. Alors, l'activité des entreprises, le management évolue en fonction des outils qui sont autour de nous. Notamment, on a beaucoup parlé de la digitalisation, de la numérisation. C'est un moyen d'accélérer des choses. Mais ce n'est pas, disons, un aspect focal de l'activité et de la réussite d'un chef d'entreprise. Donc, il faut bien sûr avoir une vision prospective. Il faut avoir, disons, une capacité de mobiliser les ressources autour de soi. Mais derrière, ce qu'il faut et ce qui est important, c'est la passion et l'engagement qu'il faut dans le projet qu'on veut mener. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la réussite du management. Et ça, c'est quand même universel. Hein. Ce n'est pas uniquement l'Africain qui est concerné. Hein. On a vu beaucoup de success stories qui ont commencé avec rien du tout. Bill Gates est là. Donc, d'autres success stories sont là. Donc, c'est à la force de labeur et à la force et la passion sur l'activité qu'on a développée qu'on peut réussir. Le dernier exemple que je donne, c'est l'exemple de la banque. Moi, je ne connais que la banque. Donc, je n'ai fait que la banque depuis que j'ai fini mes études. Ça fait maintenant 35 ans. Lorsqu'il a fallu effectivement mettre sur pied cette institution, il a fallu effectivement que moi-même, avec mes équipes, on y croit. On est venu sur un marché très concurrentiel où il y avait déjà une panoplie de banques, où l'activité qu'on voulait développer était déjà développée par d'autres banques, mais nous sommes venus en apportant un plus au marché, en apportant une touche différente du marché. Et cette touche que nous avons apportée est une touche culturelle qui permet de pouvoir faire la banque autrement. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans des bureaux de verre climatisés où le client est obligé de venir nous voir. Nous allons vers lui. Nous sommes dans les LUMA, dans les marchés. Nous sommes dans les activités où le client n'est jamais visité. Aussi chez nous, à bras ouverts, avec tout le monde en buvant du thé avec lui. Donc, nous lui montrons que nous ne sommes que des supports pour lui permettre de développer son activité. Et ça a été effectivement un élément qui nous a permis de comprendre mieux les besoins de l'entreprise. Parce que généralement, les banques font du financement à partir des outils classiques connus du système bancaire universel. Alors que l'entrepreneur a des besoins qui sont très pointus par rapport à ses activités. Et il faut créer des produits pour ces besoins-là, pour pouvoir effectivement l'avoir avec soi et l'aider à se développer. Donc, il y a aussi l'adaptation, notre adaptation par rapport au marché, ne pas faire une adaptation généraliste et universelle, mais faire une adaptation en fonction du besoin du client. Donc, il faut être pointu, il faut être rigoureux. Enfin, la gouvernance. On ne peut pas gérer une entreprise seule. Il faut le faire avec des compétences autour de soi. Parce que les compétences permettent de pouvoir juguler les erreurs et de pouvoir effectivement prendre les bonnes décisions. Et cette gouvernance, elle est forte, elle est importante. Et c'est ce qui manque généralement aux entrepreneurs africains. Généralement, on veut être seul. On ne veut pas partager. On a créé un fonds d'investissement au Sénégal, mais le fonds d'investissement n'a pas fonctionné parce que les entreprises ne veulent pas avoir d'actionnaires dans les entrepreneurs, les managers ne veulent pas avoir d'actionnaires autres que ceux de leur famille ou eux-mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait d'être seul les limite dans leur progression, les limite dans leur management et
derrière les pousse à des erreurs de management qui peuvent être fatales à l'entreprise. Donc, il y a aussi cela, la gouvernance, les ressources humaines, le capital humain qu'il faut autour de soi. Il ne faut pas hésiter effectivement à les développer et à les motiver. Le style de management aussi des ressources humaines est très, très important. Je pense que c'est aussi un élément qui permet aux promoteurs, aux chefs d'entreprise de pouvoir réussir leur activité. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Noroussi. Merci. Donc là, je vais laisser la parole à Anna Konaté, puis Antoine Djikbenou et enfin Omar Badir. 2 minutes chacun pour s'exprimer sur ce sujet. En parallèle, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le fil de la discussion pour que l'on puisse les reprendre à la fin de ces témoignages. Merci. Donc Anna, à vous. Merci beaucoup, Inde. Je me retrouve un peu dans la position de Hassan parce que j'ai pas mal de points qui ont été pris en compte par Monsieur Si. J'aimerais insister sur la nécessité de se préparer à gérer les hommes. Monsieur Si l'a évoqué dans sa première intervention. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, on se disait qu'avoir les compétences techniques était suffisantes pour gérer les hommes. Gérer les hommes, c'est autre chose. C'est vraiment apprendre à connaître son environnement, à gérer de façon efficiente l'équipe qu'on a sous sa supervision. Donc ça, ce sera mon premier point pour être un bon manager. Ensuite, il faut être capable de s'adapter. Il faut être agile, il faut être capable de s'adapter à son environnement, au contexte dans lequel on évolue et tenir compte des spécificités justement de l'environnement dans lequel on travaille. Il faut maîtriser son domaine, il faut approfondir ses connaissances, mais ceci en a parlé également, il faut être expert dans son domaine. Il n'y a rien de tel qu'un manager qui maîtrise ce qu'il dit, qui sait de quoi il parle et qui a les compétences techniques nécessaires pour asseoir son style de management. Mon prochain point, c'est se faire évaluer. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon style de management, c'est être ouvert aux critiques et se donner l'occasion de façon régulière à son équipe, à ses supervisés, à ses collaborateurs, à ses superviseurs, de vous évaluer. Ça vous permet de recevoir des feedbacks, d'ajuster. Le style de management n'est pas figé. Donc, il faut être à même de pouvoir l'ajuster en fonction des feedbacks que l'on reçoit de part et d'autre. Il faut être ouvert, il faut vraiment être le plus ouvert possible pour pouvoir prendre en compte tous les feedbacks qu'on reçoit pour pouvoir aller de l'avant. Il faut prendre le temps d'échanger. Il faut avoir un style de management collaboratif. Il faut donner le temps aux collaborateurs de pouvoir échanger avec vous. Il y a un point que Antoine, je pense, a évoqué en termes d'email. Moi, c'était mon cas, c'est vraiment faire un email pour tout. Mais après, on se rend compte que dans l'environnement dans lequel on travaille, non, il faut accorder de l'importance aux échanges verbaux. Donc, c'est pas forcément tout qu'on écrit. Il faut faire asseoir le collègue, discuter avec lui, prendre en compte son point de vue et ça peut décanter une situation qu'un email aurait peut-être pu décanter, mais de façon plus longue. Ensuite, il faut innover. Il faut être à l'affût. Il y a pas mal de bouquins qui ont été de références qui ont été donnés tout à l'heure. Il faut être à l'affût de tout ce qui se passe dans notre environnement. Il faut innover, innover, innover. Ensuite, mon dernier point serait en termes de ressources humaines. Monsieur Si l'a évoqué également, la gestion des ressources humaines a également évolué. Avant, c'était vraiment administratif, c'était la gestion des contrats du personnel, et on s'arrêtait un peu là, c'était vraiment administratif. Aujourd'hui, ça revient à gérer des hommes. Donc, c'est parler de team building, c'est parler de work-life, de balance, d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, donc de work-life balance. C'est vraiment prendre tout ça en compte. Et au niveau des recrutements, pareil, il faut asseoir une stratégie de recrutement en bonne et due forme, avoir des critères en bonne et due forme, recruter, pas parce que c'est le parent de tel ou qu'il a été recommandé par tel, mais parce que la personne a les compétences nécessaires pour pouvoir faire le travail auquel il serait destiné. Donc, voici un peu de façon ramassée ce qui est pour moi les essentiels pour être un bon manager en Afrique. Merci.
Merci Anna. Ah ouais, hein, pour le coup, ça ne sera pas évident pour Badir, hein. Ouais. Après tout ce qui a déjà été dit, hein, franchement. Mathieu. Donc, je vais essayer de te compliquer encore plus la tâche, Badir. Non, donc franchement, pour moi, il y a vraiment un point clé quand même qui ressort de tout ça. C'est que pour moi, entreprendre, c'est d'abord se mettre en mouvement. Je pense que si on doit aborder ce principe, même si ce n'est pas l'angle ou ce n'est pas l'ordre du jour, hein, de parler forcément d'entrepreneuriat. Mais entreprendre, pour moi, c'est d'abord se mettre en mouvement et c'est ensuite être capable de rêver un projet qui nous ressemble d'abord, qu'on ressent au plus profond de nous, qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie de passer du temps, de s'investir. Donc pour cela, la première qualité, c'est de l'audace. Si tu n'as pas d'audace, reste assis, tu ne vas pas forcément réussir. Donc cette volonté-là, cette force qui va te pousser à te lever, c'est l'audace qu'il faut d'abord aller chercher. Ensuite, il faut avoir une idée, ça a été dit encore, une idée qui répond dans un premier temps à un besoin. Bon, ça, les banquiers s'y connaissent bien, voilà, qui répond à un besoin et qui a un marché en face. Donc, si j'ai la plus merveilleuse idée du monde et qu'en face, il n'y a personne pour l'acheter, ben, franchement, j'aurais peut-être eu très, très, très peu d'intérêt de me lancer. Et pour faire très court, on a aussi parlé de rassembler des compétences, de recruter correctement, de travailler, n'oublions pas ça. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de fruits. On a parlé d'innovation aussi, donc je ne reviens pas dessus. Mais j'aimerais peut-être insister sur construire avec les autres. Il ne s'agit pas que d'identifier ou de recruter des talents, mais il faudrait qu'à un moment donné, dans la façon dont je décide de conduire le changement, j'accepte de donner à chacun une place suffisamment importante dans mon équipe pour que j'atteigne mes objectifs. Moi, je suis bien content aujourd'hui quand même quand j'entends tout ça parce que j'apprends aussi et je m'enrichis de tout ce qui est dit aujourd'hui. Apprendre, travailler avec les autres, ça veut surtout dire écouter les autres. Donc, c'est vraiment être à l'écoute. Je pense qu'un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui écoute à la fois son environnement, mais écoute les personnes qui sont aussi directement autour de lui. Donc, dans l'environnement, il y a l'environnement très proche, l'environnement de marché, les études et compagnie, qui sont extrêmement importantes. Et puis, mon dernier point, je conclurai là, c'est qu'une activité qui est performante ne se résume pas uniquement des KPIs. Hein, je pense que Kaplan et Norton nous l'ont bien montré, on l'a vu en cours. Hein. Ce ne sont pas que des KPIs qu'on va mettre, mais dans le balance scorecard, on va intégrer d'autres types, par exemple, d'indicateurs qu'on ne peut pas toujours forcément quantifier. Donc, je pense que ça se retrouve aussi là, hein, au niveau de l'entrepreneuriat. On n'est pas que là pour faire des chiffres, on n'est pas que là pour avoir en griffe la meilleure rentabilité dans un secteur d'activité donné, mais on est surtout là, comme je le disais tout à l'heure, par la passion ou la volonté forte de vouloir réussir quelque chose. Donc, je peux donner des conseils en griffe hein, que je peux considérer un peu comme théorique aujourd'hui parce que moi-même, en titre personnel, je ne me suis pas encore lancé, mais j'encourage énormément d'entrepreneurs. Donc, par exemple, dans mon expérience actuelle, pour ne pas parler des précédentes, j'essaie de pousser tous mes collaborateurs qui se lancent dans l'activité la plus basique possible. Bah, regardez, tiens, on va le montrer. Hein. C'est très concret. Je l'ai offert aujourd'hui, c'est dommage. Mais typiquement, autour de moi, par exemple, il y a plein de petits auto-entrepreneurs dans l'équipe qui ont commencé à faire des choses. Donc, ce sont des intrapreneurs. Donc, je vais avoir Meti Chaka, par exemple, qui s'est lancé dans la mode, qui travaille pourtant dans mes locaux, mais que j'encourage énormément. Je vais avoir une collaboratrice qui s'est lancée dans de la confection de mini-pâtisseries et qui sont très appréciées. Donc, moi, je la pousse aussi dans tout ce qu'elle fait. Pousser des collaborateurs à exploiter le talent et leur potentiel. En tout cas, c'est vraiment ce que je trouve bon. Mais tout ça, à un moment donné, si j'ai de l'audace, si j'ai la bonne idée et que cette idée répond à un besoin et qu'il y a un marché en face, ben, naturellement, ça fait sens. Et bien sûr, ça a été dit, je le redis encore, ne jamais arrêter de se remettre en cause, donc d'innover. Donc voilà ma modeste contribution hein, pour cette deuxième question. Merci Antoine. Alors, à vous Omar, pour le mot de la fin, avant la réponse aux questions.
parfait. En tout cas, merci. La vérité, c'était un échange très, très riche et on voit sur certains points, il y a une certaine convergence. On a des avis qui se ressemblent. Sur d'autres, les expériences de chacun font en sorte qu'on a une vision qui est assez différente. Mais pour moi, je pense que, comme on l'a dit, c'est une question d'ouverture. Aujourd'hui, dans un contexte mondialisé, on ne peut pas réfléchir avec une optique beaucoup plus territoriale, mais plutôt mondialiste. C'est-à-dire que quand on conçoit un projet ou un produit, il faut absolument qu'on le conçoive avec une dimension internationale, ne pas hésiter à puiser les bonnes pratiques à travers des analyses comparatives, des benchmarks, à travers tout ce qui se fait dans le monde. Il faut qu'on ne pas réinventer la roue. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra capitaliser sur les expériences internationales et faire émerger cette entreprise africaine dont on parle. Effectivement, les styles de management, à mon sens, ça reste individuel. On peut avoir des entreprises qui sont familiales, qui réussissent. On peut avoir d'autres qui sont purement scientifiques avec beaucoup de process, comme dans des multinationales, c'est hyper processé, tout est cadré et que ça réussisse. Mais au fond, là où on réussit, c'est quand on a réellement, pour ne pas dire un avantage comparatif, mais quand on a quelque chose, une valeur ajoutée, une proposition de valeur qui satisfait notre population cible, qu'elle soit une clientèle, des partenaires ou des institutions internationales ou le secteur public, mais en tout cas, notre cible, notre clientèle avec des guillemets, on doit pouvoir la satisfaire. Après, le style de management, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle ou de solution unique pour réussir dans l'entreprise africaine, mais il y a plusieurs chemins qui pourraient mener au même objectif. Il suffit juste de prendre les bonnes pratiques, être ouvert, comme l'a dit, je pense, Antoine, voilà, à l'international, se cultiver, être toujours à l'affût, faire de la veille, qu'elle soit concurrentielle ou stratégique, mais vraiment, il faut être toujours à l'affût et avec de la coopération, que ce soit en interne, entre des entreprises du même secteur au sein d'une même région, d'un pays ou d'un continent, ou avec les opérateurs à l'intérieur. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut réellement garantir la réussite. Évidemment, la formation, comme je l'ai dit au tout début, la formation, il faut qu'on capitalise sur nos jeunes. On a eu l'occasion et merci d'ailleurs, je souhaite profiter de cette occasion pour remercier mon école HEC pour tous les efforts qu'ils avaient fait, dont on retient un très très bon souvenir et qui a contribué, alhamdoulilah, énormément à ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, voilà, je le dis, c'est l'humain, il faut capitaliser sur la connaissance. Une fois qu'on a la connaissance, après, on peut faire beaucoup de choses. Les chemins peuvent être différents, mais quand on a la manière de faire, on peut toujours y arriver. Donc, voilà, c'était mon mot de la fin et je souhaite remercier tous les panélistes et surtout les participants, l'auditoire qu'on a eu qui, je vois, on atteint presque les 100 personnes. Je suis très ravi de pouvoir compter autant de monde autour de cette table virtuelle et en espérant que ne soit pas la dernière édition de ce type d'initiative. On vous remercie. Merci beaucoup, Omar. Merci. Merci pour cette intervention. En plus, vous avez répondu aussi à une question en particulier que nous avons reçue je ne sais pas si j'écorche le nom, Sylvain, qui a posé la question: peut-on réunir le continent africain sur un style unique de management? Donc, vous avez répondu à cette question de par votre intervention. Alors, par rapport aux autres questions, pour résumer, bon, il y a des questions un peu spécifiques à l'entrepreneuriat qui sont dirigées à M. Nourou Si. Le management est-il un frein à l'entrepreneuriat? Et puis, comment des entreprises familiales sont-elles devenues des références, donc par rapport à ce dont a parlé M. Nour aussi. Donc ça, c'est la première question que je pense que M. Nour ici est le mieux placé pour y répondre. Il y a une deuxième question qui revient, c'est par rapport un peu aux tares du management qui sont plutôt universelles et pas spécifiques au continent africain. Et je pense qu'Antoine pourrait répondre à cette question parce qu'il a parlé justement de valeurs universelles au niveau de son intervention sur le premier axe. Donc, je demanderai à M. Nour aussi de répondre. Donc, je récapitule les deux questions. C'est comment
Les grandes entreprises familiales sont-elles devenues des références en Afrique, d'après votre expérience? Et est-ce que le management est-il un frein à l'entrepreneuriat? OK. Alors, c'est vrai que de plus en plus maintenant, on voit des entreprises familiales qui ont grandi, qui aujourd'hui s'ouvrent à l'international et sont en train de changer un peu leur style de management. Quelques exemples au Sénégal. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'industrie agroalimentaire créée par un monsieur qui a commencé avec 60%. Aujourd'hui, il est devenu l'une des plus grosses industries agroalimentaires. Il y en a d'autres dans l'industrie agroalimentaire aussi qui ont été créées par des personnes qu'on peut qualifier de personnes n'ayant pas fait de grandes études et qui ont géré un peu la structure familiale et qui l'ont fait grandir. Dans le BTP aussi, au Sénégal, nous avons des structures de ce genre. Alors, ce qu'on a noté, c'est qu'à un moment donné, les fondateurs ont senti la nécessité d'élargir un peu leur champ d'activité et d'élargir aussi leur style de management. Et généralement, pour pouvoir donner, disons, une pérennité de l'activité, pour lui permettre de traverser les générations, ce qui a été fait généralement, c'est de renforcer la gouvernance en faisant appel et qui ont aujourd'hui une expertise internationale qui permettent de pouvoir mettre en place les outils modernes de management. Et ce qui s'est fait en général, c'est une ouverture du capital, donc qui a permis à ces structures d'accueillir soit de nouveaux actionnaires internationaux ou bien des fonds d'investissement qui sont dans le capital risque. Et ces fonds d'investissement ont l'avantage d'abord de pouvoir diluer la gouvernance et de lui donner beaucoup plus de tonus et de pouvoir aussi donner une crédibilité à l'activité sur le plan international, mais de jouer aussi sur la gestion en interne, notamment tout ce qui est organisation, procédure, et d'intégrer aussi les nouveaux métiers qui sont assez importants dans une activité industrielle ou autre d'ailleurs. Donc, pour que ces entreprises familiales, qui étaient avant peut-être informelles, qui sont devenues de grosses entreprises, progressent, c'est en fait l'entrée dans le capital des fonds d'investissement ou des institutionnels qui pourraient être donc une porte de sortie. Il y a aussi d'autres exemples qui se sont développés aujourd'hui sans qu'il y ait un fonds d'investissement dans le capital. C'est aujourd'hui la possibilité donnée par ces entreprises aux institutions internationales qui seraient intéressées par ces entreprises de venir auditer, de venir apprécier et de donner aussi à ces entreprises une notation qui leur permet d'être plus connues et plus appréciées par les partenaires étrangers et les partenaires locaux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons vu aujourd'hui le développement des notations d'entreprise, qui sont des notations soit faites par Bloomfield ou d'autres noteurs internationaux, mais aussi en Afrique, nous avons deux instituts de notation qui se développent de plus en plus. Donc, il y a Wara et Bloomfield, d'ailleurs, qui sont dans la zone de l'UEMOA, qui arrivent à apprécier les entreprises. Et leurs notations sont tenues en compte par les bailleurs de fonds, par les partenaires étrangers. Et donc, ça aussi, c'est un moyen de pouvoir renforcer le management de ces entreprises. L'autre moyen, le troisième, c'est l'entrée en bourse de ces entreprises-là. De plus en plus maintenant, ces entreprises sont en train de travailler pour être cotées en bourse. Une entreprise qui est cotée en bourse, elle a plus de crédibilité. Elle est plus visible parce qu'il y a, disons, une transparence qu'il faudra obligatoirement mettre en place avec la communication des états financiers, avec la communication des résultats, des performances de cette entreprise-là. Donc, voilà les trois critères, à mon avis, qui permettent à une entreprise familiale qui se développe de pouvoir effectivement passer à un autre cap
qui lui permettra un peu de créer une pérennité dans l'activité et de traverser les générations qu'il faut. Il faut bien sûr, à mon avis, qu'il y ait une succession dans les entreprises familiales, une forte succession. Et je pense que la majeure partie des entrepreneurs qui sont dans ce cas ont compris qu'il faut investir sur ces enfants. Il faut investir aussi sur le capital humain pour créer une relève. D'ailleurs, lorsqu'on étudie une demande de financement de ces entreprises, la première chose qu'on apprécie, c'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie. Parce que vous savez, en matière bancaire, il y a plusieurs risques. Il y a le risque de contrepartie, il y a le risque de marché, il y a le risque de change, il y a le risque opérationnel, le risque d'image, etc. Mais dans le risque de contrepartie, il y a un élément fort qui est intégré dans le risque de contrepartie, c'est le risque dirigeant. Quelle est aujourd'hui la succession de ce dirigeant pour pouvoir rendre pérenne cette activité-là? C'est sur la base de cela que nous apprécions l'accompagnement à moyen et long terme de cette entreprise-là. Mais de plus en plus, maintenant, les trois options sont engagées. La première option, c'est d'abord l'entrée d'un fonds d'investissement. Généralement, ça tourne autour de 20%. Et généralement, les fonds d'investissement ne durent pas. Il reste 5 ans. Ils vous aident à vous formaliser, à vous organiser, à mettre en place des procédures et à commencer à installer une bonne gouvernance. L'autre élément, c'est d'aller vers la notation par des institutions connues et reconnues. Et le troisième point, c'est éventuellement aller s'ouvrir à l'âge pour avoir une partie de votre capital détenue par le public. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est à chaque fois très riche. Il y avait une deuxième question. La deuxième question, je n'avais pas bien retenu. Ça, c'est la question. Alors, la deuxième question, je n'avais pas bien retenu. C'était laquelle? Le management est-il un frein à l'entrepreneuriat? Bon, quand on parle de management, on parle d'entrepreneuriat. Donc, on ne peut pas être entrepreneur sans avoir du management, sans avoir un peu les prérequis du management. Moi, je me rappelle, ça fait très longtemps, quand j'étais à l'université, je ne vous dirai pas l'année, mais je vous le dirai quand même, c'était vers les années 82-83. La première leçon de management que j'ai apprise, c'est pour être un vrai manager, il faut avoir les 3 lettres suivantes. Le P, le O, le C et le C. Prévoir, organiser, commander, contrôler et coordonner. Ça, c'est le b.a.-ba du management. Ça, si on ne l'a pas, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat. Donc, on ne fera que du survie, mais avec des délais limités. Je répète, le P, le O et 3 C. Prévoir, organiser, contrôler, commander, coordonner. Ces 5 lettres, si vous ne l'avez pas, vous ne faites pas de l'entrepreneuriat. Ou bien vous allez juste être du court-termiste, comme on le dit, et puis disparaître. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Alors, la question serait-ce que les tares du management africain ne sont pas finalement des tares universelles? Donc, je vous ai désigné pour répondre à cette question parce que vous avez justement insisté sur les valeurs universelles quand on parle de management. Oui. En général. Oui, tout à fait. Donc en gros, moi, ce que je pense, c'est effectivement ça va être un peu le contraire de ce que j'ai dit quand je parlais des qualités qui étaient communes. Je pense que si on est tous d'accord autour de la table que un manager qui n'écoute pas, donc qui n'a pas le sens de l'écoute, un manager qui ne sait pas déléguer, donc qui ne sait pas se reposer sur des collaborateurs, qui ne sait pas aussi à un moment donné transférer de la charge, ne pourra pas être un bon manager. Un manager qui ne montre aucun intérêt à son propre travail. Je veux dire que si aujourd'hui, j'ai beau être un Africain, j'ai beau être un Européen ou un Américain, si je ne montre aucun intérêt à mon travail, j'aurai naturellement du mal à embarquer mon équipe avec moi. Un manager qui ne respecte pas ses équipes, je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Un manager qui ne donne, on va dire, aucun retour positif, même quand les collaborateurs travaillent bien sur les travaux qu'ils réalisent. Un collaborateur qui ne félicite jamais les personnes avec qui il travaille. Un collaborateur qui passe son temps à critiquer ses collaborateurs devant les autres, à raconter des ragots dans le couloir. Un collaborateur qui prend vos idées, qui se sert d'elles et qui n'a pas honte de les présenter
on va dire, à des membres de direction ou à ces top managers en leur disant que cette idée elle vient de lui, pour moi, cela représente effectivement des caractéristiques communes d'un mauvais manager à bannir de tout type d'entreprise, qu'elle soit africaine ou européenne. Un manager qui ne pense qu'à prendre systématiquement le contrôle et à uniquement s'appuyer sur, en griffe, presser des citrons qui sont les ressources et en tirer la meilleure valeur sans forcément prendre soin de ses ressources, est un mauvais manager. Donc, on pourrait trouver beaucoup d'exemples comme ça. Il y a des managers qui vont tyranniser les équipes, il y a des managers qui ne vont jamais vous informer d'une information qui peut-être être extrêmement importante dans votre quotidien. Typiquement, aujourd'hui, on décide de déménager. Il y a certaines directions qui vont l'apprendre le jour où l'information est donnée par les managers, et d'autres qui vont l'apprendre la veille du déménagement. Donc, ce n'est pas que dans les capacités ou dans les hard skills, dans les capacités techniques. Il y a aussi, à un moment donné, de l'humain dedans. Et si l'humain ne se sent pas au centre, parce que tout ce que j'ai dit, finalement, pourrait être résumé par, voilà, aimez vos collaborateurs, quoi, tout simplement. Si à un moment donné, l'humain n'est pas au centre de tout le process de décision, naturellement, je deviens un mauvais manager. Si je ne fixe pas d'objectif et qu'à la fin, je te juge en te disant que tu n'as pas été performant, je suis un mauvais manager. Si je fais preuve de favoritisme et que je dis que moi, chez moi, c'est les hommes qui doivent progresser et pas les femmes, à un moment donné, je ne suis pas un bon manager. Donc, ce sont des règles, on va dire, de bonnes pratiques qui sont naturellement au fond de nous. Je pense qu'au fond de nous, on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais on peut décider à un moment donné d'être un mauvais manager en faisant des choix, on va dire, qui ne sont pas optimaux, des choix qui ne sont tout simplement pas sains, si on peut les appeler comme ça, si on peut les qualifier comme ça. Donc, c'est garder un très bon esprit ouvert et puis, je veux dire, éviter, on va dire, de faire ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. Ça nous permet tout simplement, on va dire, d'avoir de l'empathie, comme je disais au départ, dans la gestion des ressources. Et puis, n'oublions pas quelque chose d'extrêmement important. Alors, donc, aujourd'hui, quand on veut pousser des personnes à atteindre un objectif, il y a deux choses. On peut mettre de l'argent sur la table. On va pouvoir attirer un certain nombre de personnes. Mais je préfère, moi, systématiquement, quand je travaille avec des collaborateurs, me focaliser, on va dire, sur, pas uniquement sur l'atteinte d'un objectif en tant que tel. C'est, je veux, par exemple, construire une table. Je peux la construire, comme je le disais tout à l'heure, en 4 jours, en 10 jours ou en 15 jours. Pour atteindre cet objectif, je vais m'entourer de personnes qui savent construire des tables. Mais d'écouter les autres va me permettre, par exemple, de dire, allions peut-être de l'aluminium au bois. On va faire une table en bois uniquement, on va faire une table avec de l'aluminium ou du bois. On va mettre du verre, on va mettre des couleurs, on va mettre du graphite. Donc, ça permet, on va dire, l'écoute va me permettre de rassembler des gens et d'atteindre un objectif que je n'avais même pas imaginé moi. Donc, ma capacité à embarquer les autres dans une aventure où je connais l'arrivée, mais sans forcément avoir toute la profondeur et la richesse des autres, pour moi, c'est un peu comme si c'était une aventure ratée. Donc, c'est vraiment très important que le manager, on va dire, se mette dans la tête qu'il est un peu comme un capitaine de barque, mais qu'il a besoin de tous les rameurs pour arriver le plus rapidement possible ou bien avec le confort maximal à l'objectif qui s'est fixé. Voilà un peu ma contribution sur ce sujet. Merci beaucoup Antoine pour votre contribution. Donc en effet, on parle de management africain, on a fini par parler du manager, de l'entrepreneur. Donc il y a pas mal de sujets annexes qui ont été évoqués. Et, je vois donc des retours très positifs. Merci pour tous vos retours. Donc bon, il y a des questions aussi qui reviennent, mais difficile d'y répondre. Est-ce qu'il y a un style de management finalement? Est-ce qu'il y a il y a un modèle de management africain finalement? Pour conclure sur tout ce qui a été dit. En réalité, oui, il y a un modèle parce que c'est une nécessité aujourd'hui, comme disait Omar, une réalité, comme disait Nour aussi. Mais aujourd'hui, il est difficile de définir un modèle. C'est pour ça que la réflexion, elle est en cours. L'objectif aussi de ce webinaire, c'est de pousser un peu plus la réflexion, de mettre des bases. Donc, on a identifié la présence de valeurs universelles, de codes spécifiques. On a parlé donc des expériences des uns des autres. Et puis aussi la nécessité aussi d'être dans une intégration africaine, ce que l'on est un peu en train de faire avec ce webinaire, et qui est indispensable à la définition de ce modèle de management africain qui aujourd'hui donc est une nécessité.
Voilà, donc pour clore ce webinaire, j'aimerais vraiment remercier vivement les organisateurs, les intervenants, la richesse des interventions, c'était vraiment très intéressant, et la diversité aussi des interventions. Et bien sûr, les participants qui ont été là, qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Je vois qu'on a eu pratiquement le même nombre de participants du début à la fin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos questions, votre interaction. Et on espère vous retrouver très bientôt sur d'autres sujets. Merci. Voilà, merci. Merci à tous. Merci Madame Ying. Merci beaucoup. Madame Lynn. Merci bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci à Hague Maroc. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Pour un autre thème. Ouda Aldrissi. Merci beaucoup depuis le Sénégal. Je vous remercie. Merci. Merci. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour les questions. Hein? Il y a Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a des personnes qui posent la question concernant l'enregistrement. Sachez que l'enregistrement, on va le déposer sur notre site HEC, donc www.hec.ac.ma. Voilà, ça sera disponible sur le site. Hein. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Pour d'autres webinaires. Voilà. À bientôt. Au revoir. À bientôt.